Homo Micro. Bonjour à tous, merci de rejoindre l'émission qui se prend Homo en partenariat avec Garçon Magazine qui reviennent parmi nous, mais aussi Pink TV. Autour de moi ce soir, un invité pour commencer, Gauthier Ployette, bonsoir. Bonsoir, Brahim. Qui vient nous présenter sa pièce qui s'intitule Claude. Claude. Mhm. C'est pas un prénom qui te convient, Claude. Ah oui, mais ça lui convient très bien à lui. Ouais. Gauthier, bonsoir, merci. Alors c'est une pièce qui se joue dans le 15e arrondissement, tous les mercredis. Tout à fait. Et jeudi à 21h30, jusqu'au 5 avril. Jusqu'au 5 et le avril. théâtre, c'est le théâtre de la Croisée des Chemins. Merci d'avoir répondu à l'invitation, Gauthier. Il aurait pu faire du théâtre, comédien, mais ça lui arrivera un jour, je suis sûr. Notre ami Thomas, bonsoir. Bonsoir Brahim, bonsoir à tous. Ça fait plaisir. Pour la deuxième fois consécutive, quand même, c'est quand même assez rare. Exactement, et qui jamais 203. Ouais. Qui sait, la semaine prochaine, peut-être. Ouais. Alors, tu vas nous parler d'un produit que connaît peut-être notre comédien Gauthier. Ah, qui sait Hein? Ce soir, Brahim, on va débriefer ensemble de ce qu'il faut savoir sur le Poppers, Oui. pour plonger un peu moins bête son nez dans ces petites fioles qui nous enivrent aussi bien dans nos soirées dansantes que dans nos nuits endiablées. On va tout savoir. Alors, le Poppers, on en avait déjà parlé avec Gwenaël, qui nous avait présenté différentes variétés de Poppers. Et toi, ce soir, tu vas nous dire... Ce soir, ça sera plus le côté médical, Ouais. le côté pharmaceutique de la chose. Comment maîtriser cela? Tout à l'heure, en fin d'émission, je ne sais pas si Catherine et Christine de Violette Co consomment du Poppers. Elles interviendront à 21h15 pour nous parler livres. Et je n'oublie pas de présenter, bien sûr, celle qui parle musique en permanence. Et ce soir, 3 morceaux et bien sélectionnés. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Brahim, bonsoir à tous et toutes. 3 morceaux ce soir alors. C'est ça, Ouais. 3 morceaux. Pas plus? Non, la 3, ce sera bien déjà, je Ouais. pense. Non mais je dis, tu nous en dis un peu plus ou tu nous Ah, laisses pas la plus. surprise de Je les faire continue. découvrir tout à l'heure. Je continue, comme je l'avais annoncé Ouais. l'année dernière, la programmation spéciale Festival des Femmes sans mêle. Donc Ouais. ce sera encore que des filles. Isabelle qui réalise la partie radio et nous sommes aussi avec Daniel Lebras qui nous filme pour notre chaîne YouTube. Merci de rester avec nous. Homo Micro, l'émission qui se prend homo. Gauthier Ployette, alors tu es un artiste, un comédien autodidacte qui a démarré très très tôt sa carrière. Raconte-nous un peu Tout à fait. ton parcours. Alors, j'ai commencé très très jeune, à 5 ans, mais ça, c'était pas une carrière, c'était plus de l'associatif. Ouais. Donc à Marseille. 5 ans. À 5 ans, ouais. J'ai commencé par timidité à la base. Je voulais faire du cirque, moi je voulais pas faire du théâtre. Ouais. Puis c'était trop cher le cirque. Donc l'association gratuite de théâtre m'a accueilli, c'était très bien comme ça. Mais à 5 ans, ce sont plutôt les parents qui t'amènent vers cet univers-là. Bah, en fait, moi j'avais l'envie de l'artistique dans le sens que je rêvais de monter sur scène, mais j'étais assez timide, tout Ouais. ça. Et du coup, le cirque, ça me paraissait une option assez agréable. Mais le théâtre m'a accepté, donc j'ai fait du théâtre. Et très vite, en fait, ça s'est développé, cette envie, cette adrénaline de monter sur scène. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis après, il y a eu le Québec. Ouais. Je suis parti À Montréal. à Montréal où j'ai décroché mes premiers rôles à 13 ans dans des séries, dans des trucs un peu genre Plus belle la vie mais en mieux. Mais Ouais. voilà. Ah. Mais alors, Alors, un comment petit peu on mieux. fait à 13 ans de décrocher ses premiers rôles? Il y a quand même... Quelle est la démarche? Alors ce qui se passe c'est que j'ai fait, donc comme j'étais à fond dedans, tout ça, moi déjà je pensais pas que c'était un métier, je pensais que c'était un amusement. Et c'est quand je suis parti donc, à mon dernier spectacle, donc avant de partir à Montréal, ma prof m'a dit le jour où tu monteras sur scène seul, faudra que tu m'invites. Donc j'avais compris que c'était un métier. En arrivant, donc j'ai fait des stages de publicité, casting, tout ça, pour le plaisir, en sachant pas trop vraiment pourquoi. Et en fait, c'est l'organisateur du stage qui m'a proposé une agente. Il m'a dit, je te donne ses coordonnées, fais-en ce que tu veux, ce que tu peux. Et je l'ai contacté du haut de mes 13 ans et je lui ai dit, je veux faire partie de votre agence. Pardon. Et on s'est rencontrés, tout ça. Ma mère était là, bien sûr, mais on s'est rencontrés. Et puis, c'est parti comme ça, en fait, par un premier jet comme ça. Et après, la suite en a découlé.
on peut mieux se lancer à Montréal, au Québec, qu'à Paris, en France? Alors, à 12-13 ans, je ne sais pas. Ouais. Après, maintenant, en tant qu'adulte, je pense qu'il y a une réalité qui est différente. C'est-à-dire qu'à Paris, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de théâtre, par exemple. À Montréal, c'est peut-être un peu moins. La création est beaucoup plus omniprésente à Montréal parce qu'ils sont en train d'écrire l'histoire de l'art, tout ça, ils sont encore en train. Nous, on a le bagage du passé qui fait que quand on présente une nouvelle pièce comme celle-ci, par exemple, comme Claude, il y a toujours des références. C'est-à-dire que, alors qu'au Québec, on va être friand de nouvelles choses, là-bas, ici, on va avoir cette espèce de recul de ah oui, ça me fait penser à un tel, ou voilà. Oui, bien sûr. Le micro est devant. Oui, alors, quand on est autodidacte, comment on apprend? Tu nous parlais tout à l'heure de stage, certes, mais j'imagine qu'il y a aussi autour Le de toi théâtre. des gens qui t'ont appris le théâtre. Comment Le explique-nous un théâtre, déjà quand on commence à 5 ans en associatif, ça a l'air de rien, mais je Ouais. pense qu'on apprend. Après, les rencontres avec les réalisateurs, moi c'est là où j'ai réellement appris le métier, parce que c'est des gens, quand tu rencontres un comédien qui a 30 ans d'expérience face à toi et qui te donne la réplique avec toute son humilité, tu te dis, ok, là je suis en train de vivre une expérience et d'apprendre ce métier-là, quoi. Ouais, ouais. Mm. Et alors, le monde de la télévision, tu nous parlais des séries tout à l'heure. Comment ça se passe? Parce que je sais qu'en France et à Paris, c'est quand même assez difficile. Comment on arrive à frapper à la porte de production qui acceptent par nous faire un peu travailler? Alors en France, moi j'ai fait qu'un seul truc qui était horrible pour TF1 et que je ne recommande à personne. Je tairai le nom parce que c'est pas nécessaire. Tu veux pas nous le dire? Si, c'est une histoire, une urgence. C'est quelque Ouais. chose d'assez catastrophique qu'on appelle de la scripted reality. Donc c'est-à-dire que tu es censé jouer de manière très très étrange des trucs qui sont censés être réels. Bon, c'est assez catastrophique. Sinon, moi j'ai fait que des courts-métrages pour le Ouais, moment ouais. en France. J'ai pas travaillé vraiment à la télé ou au cinéma, donc parce que j'ai pas d'agent à l'heure actuelle. Donc pour le moment, j'ai ma pièce, voilà, et j'ai tout le truc en parallèle, court-métrage, tout ça, qui me permet de continuer à en vivre, quoi. Et au Québec, à Montréal, tu as appris aussi à écrire avec des gens? Non, non, ça c'est venu de moi et de la lecture surtout. Voilà. Ouais, ouais. De la lecture d'autres auteurs. Voilà. Et quelle est la différence entre le Québec enfin Montréal et Paris? Je parle de mentalité des individus, des gens. Alors, je pense que chacun est différent dans tous les cas. Après, c'est vrai qu'il y a des mentalités, c'est-à-dire que, comme je disais déjà, le bagage de l'histoire entre la France et le Québec, c'est pas du tout le même. On n'a pas les mêmes histoires. Ouais. Après, il y a au Québec, on est en Nord-Amérique, donc il y a cette espèce de rapport à l'autre qui est très très simple, mais au final, on construit pas grand-chose. Alors qu'à Paris, il y a un rapport qui est un peu plus dur, j'ai l'impression, entre les humains, mais qui au final est peut-être un petit peu plus vrai. Voilà, Ouais. c'est mon point de vue à moi. Et pourquoi avoir quitté donc Montréal pour rejoindre Paris? Alors, Toujours pour des raisons artistiques? oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je devais produire ma première pièce qui n'a jamais été produite pour le moment, mais je n'arrivais pas à l'écrire à Montréal. Du coup, je suis rentré en France parce que j'ai quand même mes racines ici pour l'écrire. Au bout d'un mois et demi, je l'avais écrit, mais la production ne suivait plus. Donc, je suis en France encore au bout de 4 ans. Voilà. Ouais. Pour te définir, quel est ton style pour ceux qui ne te connaissent pas? Mon style? Ouais. Ah oui, ça c'est très intéressant. Claude, pas comme Claude François, mais Claude comme un être humain, une tranche de vie. J'ai ce truc, j'aime bien dire que je suis entre l'onirisme, donc le monde des rêves, et l'hyper-réalisme, donc ce qu'on peut voir limite dans une télé-réalité. Voilà, c'est ce que j'aime faire. Dans une télé-réalité. C'est-à-dire qu'on soit vraiment à la frontière entre le réel et la folie, quoi. Ça j'aime beaucoup. En fait, tu as toujours été dans la comédie ou tu as fait des petits boulots à Ah côté bien pour sûr, gagner ta j'ai vie? été Ouais. serveur, assistant directeur artistique, j'ai presque tout fait, le parcours de base d'un comédien, quoi. Ouais. Et tu as quel âge? Mais je sais que tu ne nous donneras pas ton âge. Voilà. Ouais. Ça fait partie. Mon personnage, Claude, a 24 ans. Ouais. Voilà. Après, moi, j'ai pas d'âge. J'aime pas définir l'âge des gens. Voilà. Ni le mien, d'ailleurs. On pourrait deviner, imaginer à la fin et te donner un âge et Je vous tu dirai oui. confirmeras, oui ou non? Oui, je vous dirai Ouais. toujours oui. J'ai l'âge que vous me donnez. Ouais. Voilà. Merci pour cette première partie. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Et on revient avec Gauthier Ployette, alors qui est
auteur d'une pièce qui s'appelle Claude, qui se joue tous les mercredis et jeudis à 21h30 du 7 mars au 7 avril inclus, au théâtre... 5 avril. 5 avril, pardon. Au théâtre La Croisée des Chemins dans le 15e arrondissement. Alors, de quoi parle cette pièce? Alors, tu mets en scène, tu joues et tu es seul aussi. Oui, voilà, Ouais. c'est un seul en scène, Ouais. tout à fait. Alors, de quoi parle cette pièce? J'aime bien le vendre comme une tranche de vie d'un humain. Alors, plus que d'un homme, d'une femme, d'un enfant, c'est vraiment Claude, avec ce nom qui se prête autant à l'homme qu'à la femme. Un humain Ouais. qui se pose des questions justement sur qu'est-ce qu'être un homme, une femme, un enfant dans cette société où tout est genré, où tout est catégorisé. Est-ce que lui a le droit d'essayer d'en sortir de ces catégories-là? Et alors, comment tu te... Donc, c'est une pièce que tu as écrite. Mhm. C'est parti de quoi exactement l'écriture de cette pièce et pourquoi avoir envisagé ce type de pièce? Alors, à la base, j'ai vu au Théâtre La Chapelle à Montréal il y a très longtemps, je pense que c'était en, je sais pas, 2013, ou enfin, il y a un bout de temps, le théâtre un spectacle qui s'appelle Regarde maman, je danse, Oui. de Vanessa Van Durm, qui est une comédienne transsexuelle qui parlait, elle, de sa vie. Ça a été une très grande claque. C'est un spectacle absolument extraordinaire où elle raconte juste son parcours, mais c'est tellement fort, un parcours où on décide de changer de sexe. Ouais. Voilà. Après, il y a eu le moment où l'Australie a accepté le genre neutre, comme genre sur un passeport, par exemple, ouais. homme, femme, neutre. Là, ça a été une deuxième claque, parce qu'effectivement, la personne qui représentait ce mouvement-là, elle était indéfinissable. Physiquement, on ne pouvait pas se dire « Oh tiens, j'ai un homme devant moi » ou « Oh tiens, j'ai une femme ». Non, on avait un genre neutre. Et ça a été une deuxième claque. Et après, je me suis dit « Et si on avait quelqu'un, et si on donnait la parole pendant à peu près 1 heure à un personnage qui, lui, n'a pas envie de décider entre l'homme et la femme, entre l'homosexualité et l'hétérosexualité, Ouais. entre toutes ces questions de genre et d'identité sexuelle. » Tu es concerné par ce personnage? Forcément, il y a des choses qui viennent de moi. Après, moi, je suis un homme. J'ai accepté de l'être. Je suis assez heureux de ma condition. Après, il y a forcément des parties en moi qui sont la femme et qui peut-être ont été un peu éteintes de par cette société-là. Mais j'en souffre pas. Ouais. Mon personnage, lui, a des questionnements beaucoup plus forts que les miens. Ouais. C'est une partie de moi exacerbée, comme souvent. Et alors, tu joues pendant combien de temps sur scène? Alors, c'est un peu compliqué à expliquer. C'est-à-dire que ça doit durer 1 heure, Ouais. techniquement. Après, il y a des variations parce que c'est un spectacle vivant, donc je ne fige rien. Et il y a une entrée publique. Alors, les gens sont un peu perplexes parce qu'il y a une entrée publique où le public est éclairé, qui fait partie du spectacle. Ça fait partie des 1 heure. Donc, des fois, ils disent « Ouais, ça dure pas assez longtemps. » Mais au final, ça fait tout, c'est une mise en scène en fait, donc Ouais. même l'entrée publique fait partie du truc. C'est-à-dire que le questionnement commence dès l'instant où on franchit le seuil du théâtre quand on va voir Claude, quoi. Voilà. Tu penses que le monde LGBT peut être intéressé par ta pièce? Je pense, j'espère. Après, c'est vrai que les ayant contactés, tout ça, je sens une petite réticence. C'est-à-dire que quand tu te veux pas militant et que tu as juste envie de laisser la parole à des gens qui, justement, n'ont pas la chance de militer, puisqu'ils ne sont pas représentés. On n'en représente pas le genre neutre. Ça n'existe pas, presque. Et c'est vrai que je sens je pense qu'il y a une place, mais je sens qu'il y a une petite réticence. Je ne peux pas l'expliquer. Sans trop dévoiler la pièce, dis-nous un peu pour donner un peu envie aux auditrices et auditeurs qui nous écoutent, ou les personnes qui nous regardent, la thématique de la pièce, les thématiques de la pièce. La vie, ça semble un peu large, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on passe du qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui à qu'est-ce que ça changerait si je portais des robes. Ouais. Donc là, c'est un peu un thème qui est lié, mais ça semble très déconstruit comme un peu la discussion qu'on peut être en train d'avoir, sauf que c'est un personnage seul qui se pose des questions sur pourquoi j'ai écrasé cette fourmi la dernière fois, et qui, en fait, on se rend compte que tout influence son rapport à ce qu'il est, et à cette limite entre la folie, l'homme et la femme, quoi. Ouais. Tu parles d'amour aussi. Il est très très seul. Très très seul. Ouais. De par sa condition, il est très très seul. Et il dit même à un moment donné, à ce moment-là, j'aurais préféré pouvoir leur dire que je préfère tomber amoureux d'une chaise ou bien d'une table plutôt que d'un humain, mais je suis pas sûr qu'ils auraient compris. Voilà, ça c'est une des répliques du truc où
il explique qu'il sait même plus aimer, quoi. Voilà. Tu ne sais plus aimer, toi, personnellement, Gauthier? Oh là là, alors moi, c'est un autre débat, mais non, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Après, je pense que le sentiment d'amour actuel, sentiment amoureux entre deux êtres, j'ai l'impression que c'est une grande construction. Ouais. Ça aussi, d'une société où on doit croire au prince ou à la princesse charmante. Moi, personnellement, je pense qu'il y a de la construction et j'aime autant toi maintenant alors qu'on ne se connaît pas que quelqu'un qui fait partie de ma famille. J'ai ce rapport-là à l'amour, quoi. On parle beaucoup de genre en ce moment. Est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent que l'humain, aussi bien une femme, un homme, on peut aimer les deux et qu'à un moment donné, tout est question d'éducation, on a été un peu formaté pour être orienté vers une sexualité je pense que plus d'éducation encore, c'est une question d'accepter accepter soi, parce que parfois on se met nos propres barrières, j'ai l'impression. Ouais. Après, l'éducation fait partie de ces barrières-là, mais non, oui, je pense totalement que deux êtres humains sont capables de s'aimer, en fait, tout simplement. Après, il y a des penchants, il y a des gens qui sont plus attirés vers un homme ou vers une femme, mais je pense qu'on rencontre des êtres avant de rencontrer un pénis ou un vagin, quoi. Je pense que c'est important de dire les mots aussi. Pénis, vagin, non mais c'est vrai, ça n'a pas de sens en soi. Quand je rencontre quelqu'un et que j'ai envie d'aller plus loin, la sexualité fait partie du truc, mais c'est pas la priorité, en tout cas pas pour moi. J'ai l'impression qu'entre humains, ça devrait pas l'être. Ouais. C'est ta première pièce à Paris ? C'est ma première pièce à Paris où je fais tout ça, oui. La mise en scène, le jeu, tout ça, oui, c'est ma première. Tu es inspiré, Thomas ? Oui, c'était très inspirant parce que ça parle de la vie dans sa globalité, de l'amour, voilà, des questionnements que l'on peut avoir sur des choses du quotidien, sur des choses plus profondes. Donc oui, ça peut interpeller. Ouais. Et j'imagine que là, donc ça se passe pendant un petit mois. La pièce va voyager. Tu vas pouvoir un peu bouger à Paris ou en province. Pour le moment, je vais me concentrer à remplir ces dates-là. Après, moi, j'adorerais réellement pouvoir le jouer ailleurs qu'à Paris. Parce que je pense que c'est une pièce très, très parisienne dans les sujets abordés. Et je pense qu'il y a une nécessité, pour le coup, là, de la jouer dans d'autres villes, même si c'est des petites, moyennes, grandes villes, Marseille, Bordeaux, toutes ces choses-là qui peuvent avoir un public. Mais je pense qu'il faut ouvrir, justement. Pas rester dans ce truc où les LGBT vont venir, ou... Non, vraiment ouvrir, parce que c'est des questions qui peuvent toucher tonton Daniel et tata Monique, quoi. Je pense que c'est important. Autour de toi, quel est le sentiment un peu ? Qu'est-ce que pensent les gens de la pièce quand tu leur parles de ton projet ou le monde de la presse, ceux que tu as contactés pour faire connaître ta pièce ? Alors pour le moment, j'ai une critique qui est assez bonne. C'est une chronique, c'est un monsieur que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup son travail, je ne le connais pas personnellement. Il s'appelle « Ceci n'est pas une critique ». Il fait un WordPress, vous pouvez trouver n'importe où. Et en fait, il critique de manière très très sensible les spectacles qu'il va voir. Et il a fait une critique qui est assez touchante, que j'aime beaucoup sur Claude. Voilà. Alors, à propos de Claude, donc, en une petite minute, tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, tu devrais tout faire pour que les gens viennent voir ta pièce. Toi qui es comédien, justement. C'est des exercices, tu sais, genre j'ai l'impression d'être en école de business tout d'un coup, c'est incroyable. Non mais je suis en caleçon, si ça peut intéresser des gens, tu sais, non mais je n'importe quoi, non. Je suis en caleçon. Ça c'est intéressant. Non, c'est pas très intéressant, non. Non, je pense que c'est vraiment un moment où on peut se permettre de se questionner l'autre. Je pense que c'est juste, on a envie d'aller au théâtre, on a envie de voir un personnage qui est un petit peu hors du commun. Bah, c'est le moment, quoi. Et je pense que ça peut avoir un miroir en chacun d'entre nous, tout simplement. Et ça, c'est important. Voilà. Tout à l'heure, hors antenne, on parlait d'une série qui s'appelle Plus belle la vie, qui est diffusée sur France 3. Donc, il y a un comédien transgenre qui apparaît donc, dans cette série-là que tu connais. Alors, Jonas, moi, je l'ai contacté parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est assez incroyable parce que moi, ça fait un peu plus de 2 ans que je travaille sur cette pièce et je me rends compte que là, il y a vraiment un mouvement où ça y est, on en parle, ça existe, quoi. On arrête de se voiler la face. Il n'y a pas qu'au Brésil, il y a en France aussi. Et du coup, je l'ai contacté, pour lui proposer de venir voir la pièce parce que son avis m'intéresse, parce que voilà, il y a quelque chose de très fort dans son histoire et il est très occupé, donc on verra bien, mais en tout cas, il est le bienvenu. Et qu'est-ce que tu penses un peu des séries justement comme ça qui mettent en avant
ce type de comédien dans Alors, le transgenre, c'est une première. Oui, c'est une première en France, Ouais, il paraît, en France. en tout cas. Bon, moi, j'ai pas la télé, donc je suis très mauvais. Je pense que c'est une série qui dure depuis très très longtemps, mais de toute façon, tant mieux. Tant mieux qu'ils arrivent au moment où ils peuvent parler de ce type de sujet-là sans avoir la crainte de perdre de l'audimat. Je trouve ça assez beau. Ouais. Voilà. Comment tu te vois après, donc après ce projet-là? Donc c'est un projet qui peut être amené à voyager, à faire d'autres salles en France, mais tu aimerais écrire quoi d'autre Alors, par la suite, Gauthier? j'aimerais écrire un truc sur la solitude. Je suis déjà en train de travailler. Ça sera peut-être de l'ordre de la performance. Peut-être que je jouerai pas dedans, je sais pas. Mais il y a un truc sur la solitude et l'interlien. C'est-à-dire, tout le monde est hyper connecté. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Peut-être prendre des discussions de Grindr, de Tinder, tout ça, et les faire jouer par des comédiens sur scène, par exemple. Ouais, Ça, c'est ouais. je viens de dévoiler le prochain sujet de ma pièce. Je suis pas très intelligent, mais... C'est très très bien, ça Non, me convient. mais il y ça aura me un convient. travail, Ouais. il y aura un travail en tout cas, je pense, à travers justement ce monde encore mélangé de mondes, la réalité et le monde virtuel et les relations humaines à travers ça. Ça m'intéresse. Intéressant. Autour de cette table, il y a plein de gens qui vont sur ces réseaux-là d'ailleurs, mais je ne dévoilerai pas de nom. J'oserais pas dire Daniel, non. Thomas, non, tu es casé, Thomas. Non, voilà, Non. exactement. Et j'espère que mes conversations de Grindr ne seront jamais lues sur scène, d'ailleurs. Non, Tiens, ce voilà. sera par Bonne idée. volontarisme. Les On gens pourrait- verront. On pourrait commencer par les conversations des chroniqueurs de mon micro, ça peut être intéressant justement. Ah, on pourrait Ouais. deviner qui est qui, à Et qui qui est qui, appartient ouais. cette conversation. À votre Effectivement, avis, voilà, qui a écrit ça ou qui a dit ça? C'est vrai, bonne idée. Une sorte de qui est qui avec Ouais. Marie-Ange Nardi. Tiens, on repasse Ah, dans les tiens. années 90. Bonne idée. Gauthier, alors, pour finir, Mhm. je te sens un garçon solitaire parce que tu as beaucoup parlé de solitude depuis le début de cette émission. Oui, Ouais. mais après, c'est des choix aussi, c'est des choix de vie qui font que je suis très entouré. En fait, si les gens m'entendent, ça serait assez triste parce que j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de gens que j'aime énormément. Mais après, il y a je pense que dans les processus de création, tout ça, parfois on s'isole parce qu'on a besoin de trouver une vérité et que c'est qu'en étant avec soi qu'on arrive à traduire Ouais. ce qui se passe autour de nous. J'ai l'impression. C'est une pièce qui s'adresse à tous. À Claude. tous, à partir de 10 ans, ou à part si les parents sont là. Moi, ça me va très bien, Ouais, parce que ouais. bon, on parle un peu de se branler, tout ça. Il y a des petits termes. Non, mais ça va, à 12 ans, Non, si c'est t'es avec bon. ta maman, enfin, tu vois, il y a rien de vulgaire, il y a juste des petits moments où bah, c'est un questionnement sur l'identité sexuelle. Donc oui, il y a des rapports au sexe. Ouais. Mm. Claude, une pièce de et par Gauthier et Ployette qui se joue tous les mercredis et jeudis à 21h30 du 7 mars au 5 avril inclus au théâtre De la croisée des chemins. dans le 15e arrondissement. Merci d'être passé par chez nous et tu peux rester avec nous pour la suite de l'émission. Bien sûr, avec grand plaisir. Merci. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Toujours avec Gauthier Ployette pour sa pièce Claude qui vient de nous en parler. Donc tout à l'heure en fin d'émission, il nous en dira encore 2 mots, mais aussi Isabelle qui réalise la partie radio, Daniel la partie chaîne YouTube et tout de suite on retrouve notre ami Thomas, un mal pour un bien, le Poppers dans tous ses états. Et oui, le Poppers Barring, car qui n'a jamais eu entre les mains ces petites bouteilles en verre qui nous donnent des ailes depuis tant d'années? Non, Isabelle, je ne parle pas du Red Bull, je parle bien du Poppers dont on use et abuse parfois dans diverses occasions, avouables ou moins avouables. D'ailleurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous savez, j'espère, d'où vient le nom Poppers? À Non, moi votre avis? sincèrement, pas Non. du tout. Mais autrefois, les ampoules qui contenaient ces substances-là, au moment où on les ouvrait, ça produisait un petit bruit, un petit pop très caractéristique. Et c'est ça ce qui a donné son nom à ce produit. D'ailleurs, Ouais. on retrouve encore ce petit bruit, ce petit pop à l'ouverture de certaines fioles de quelques marques. Alors, notre invité qui ne connaît pas du tout ce que c'est que le Poppers, tu vas nous donner des indications. Alors en fait, Popper, c'est l'appellation commune que l'on attribue à toute la famille des dérivés nitrés. Les dérivés nitrés sont des vasodilatateurs qui font entraîner une dilatation des vaisseaux sanguins. Il y a toute une déclinaison comme les nitrites d'amyle, de pentyl, de butyl, pour ne citer que cela, d'où le fait qu'il existe une foultitude de poppers différents avec des effets variés ou qui sont plus ou moins interdits. Alors,
On a beaucoup entendu en fait, est-ce que c'est légal, illégal, mais beaucoup, il y a de plus en plus de consommateurs par contre. Tout à fait, la consommation augmente. Alors, d'un point de vue légal, légalement en France, les poppers à base de nitrite de butyl et de pentyl sont en théorie interdits depuis les années 90, tandis que ceux contenant du nitrite d'alkyle restent autorisés. Mais il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas. Par exemple, ça a été interdit à la vente en mars 90, c'est-à-dire quand j'étais pas encore né. Ouais. Et plus récemment, en 2007, François Fillon a tenté d'interdire la fabrication et la détention. Ah bon? Alors, gardez bien à l'esprit que, bien qu'autorisées en France, les législations varient selon les pays. Alors, checkez bien sur Internet les infos avant de glisser une fiole dans votre cabine luggage si vous souhaitez voyager à l'étranger. De quand date le poppers exactement alors? Alors, à votre avis, 10 ans, 20 ans, 30 ans ça Oh, date moi de je quand? dirais plutôt une petite trentaine d'années. Alors, je vais te donner un indice, ça date d'avant Éric Garnier, Oh, c'est pas vrai. je te jure. Donc Éric Garnier en utilisait déjà aussi. Bien alors. avant, voilà. Ouais. Ça a été inventé par un chimiste français de surcroît en 1844. C'est lui qui a synthétisé initialement le premier nitrite d'amyle. Avec ses effets vasodilatateurs dont je vous parlais, il a été utilisé pendant tout le 19e siècle dans le domaine de la médecine, plus spécialement en cardiologie pour traiter ce que l'on appelle les angines de poitrine. C'est ce sentiment d'oppression au niveau de la cage thoracique. Aujourd'hui, c'est la trinitrine uniquement qui est utilisée en médecine. Alors notre invité Gauthier il est vraiment intrigué et il cherche à savoir quels sont réellement les effets du poppers. Les principaux effets secondaires qu'on a rapidement observés à l'époque où c'était médicalement utilisé était un sentiment général de relaxation ou d'euphorie, et le tout accompagné d'une tachycardie. C'est pour ces raisons que le poppers a très vite été détourné de son indication première. On est passé d'un usage médical à un usage plus récréatif, et ce, dès les années 70. Le poppers a d'abord circulé dans le milieu gay, puis hétéro, pour ses effets excitants, notamment sexuels, qui sont multiples et variés. Alors est-ce qu'il y a un lien avec le VIH ou des IST? Alors pas du tout. Non. Au début des années 80, avec l'arrivée du sida, on a accusé un temps à tort le poppers d'être responsable de ce fameux syndrome de Kaposi. Ce sont les taches brunâtres que l'on voyait sur les premières personnes séropo en phase sida et que l'on ne voit plus, quasiment plus aujourd'hui, car les traitements antirétroviraux fonctionnent bien. Donc, sus aux idées reçues, le poppers n'a rien à voir avec le VIH, et d'ailleurs, son utilisation n'augmente pas du tout le risque de transmission d'autres IST. Alors justement à propos, quelle est la façon la plus commune de l'utiliser? Les fabricants indiquent sur l'emballage qu'il faut laisser poser la fiole de poppers ouverte sur une table au centre d'une pièce bien aérée. Mais bon, on va pas se leurrer, classiquement on l'inspire dans chaque narine. Ça peut surprendre les premières fois, l'odeur peut paraître très forte selon les marques, puis apparaissent des effets comme l'impression de défaillir ou de vivre un moment très fort, d'où son utilisation d'ailleurs pendant l'acte sexuel. Ouais. En quelques mots, le corps et les vaisseaux s'émancipent, ce qui donne une sensation de chaleur et de rougeur cutanée qui apparaît spontanément. Je pense que vous avez déjà remarqué ce sentiment-là qui fait d'un coup très chaud. Et après, chacun réagit différemment et en fonction du contexte et de sa sensibilité, on peut passer d'un éclat de rire à des sensations de vivre l'instant T plus profondément, ou encore une relaxation intense, ce qui explique en partie l'augmentation de l'excitation et de l'énergie sexuelle. Et comme c'est un vasodilatateur, on peut voir une augmentation de la durée de l'érection pour certains, une décontraction des muscles de la zone anale pour d'autres, voire même pour certains hommes, un retard de l'éjaculation. Bien entendu, ces effets varient d'un individu à l'autre en fonction de notre réceptivité aux dérivés nitrés. Bien que légal, ce n'est pas sans danger par contre. Exact, Brahim. Même utilisé de façon occasionnelle, le poppers est loin d'être un produit anodin. Le coup le plus classique, c'est une brûlure chimique au niveau de ses narines, si on a collé le nez trop près de son jungle juice, par exemple. Mis à part ça, d'autres symptômes peuvent apparaître, comme par exemple des vertiges, des maux de tête, une sensation d'étourdissement ou encore une baisse de la tension artérielle. Alors la vigilance, si ces symptômes vous apparaissent comme étant trop violents ou s'ils perdurent, n'attendez pas à les rapidement consulter. Ouais. Si jamais on se fait contrôler dans la voiture avec une bouteille de poppers, qu'est-ce qui peut nous arriver? Absolument rien, Rien. c'est totalement légal. C'est légal. Hein. On peut donc aussi en proposer aux agents alors quand ils nous contrôlent. Ça, c'est Non. un peu moins conseillé. Tu peux essayer, tu peux tester, tu nous en diras les conséquences la semaine prochaine. Je vais tenter alors. Et pour une utilisation plus récurrente? Alors, Thomas quand on utilise le poppers de manière plus récurrente, ça s'aggrave un peu. D'autres problèmes s'ajoutent à ceux dont on vient de parler, comme des éternuements fréquents, une inflammation des muqueuses nasales ou encore des problèmes cutanés. À très forte dose, le poppers peut provoquer une dépression respiratoire, endommager définitivement les cloisons nasales et même les yeux avec une baisse de l'acuité visuelle. Et cette baisse peut être malheureusement définitive. Aïe. Ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas parce que le poppers est légal que c'est anodin et sans risque. Un peu à l'image du tabac ou de l'alcool, par exemple. Ouais.
Et quand ça dérape? Quand ça dérape, certains poppers très concentrés provoquent des maux de tête vraiment très violents, voire des malaises. En cas de surdosage, des symptômes typiques apparaissent de type crampe abdominale, vertige, hypotension jusqu'à tomber dans les pommes. Attention également si vous le prenez avec d'autres substances, comme des médicaments érectiles ou des shems, le mélange peut parfois être fatal. Un exemple typique, ne jamais associer Viagra et poppers. Ce sont tous les deux des vasodilatateurs et mixés ensemble, ça peut entraîner un arrêt cardiaque, surtout dans des environnements surchauffés comme un jacuzzi ou un sauna. Alors attention, Eric Garnier, pas de Viagra Voilà. avec du... Eric, du- vraiment, voilà. du- Ou du l'un ou poppers, l'autre, mais ou pas l'un les deux en même ou temps. l'autre. Alors, dernière question. Peut-on devenir accro aux poppers? Moi, j'en connais quand même. Ouais. Alors chimiquement et d'un point de vue pharmacologique, pas du tout. Le poppers ne provoque pas de dépendance. L'utilisation ou l'arrêt n'entraîne pas de symptômes de sevrage. On est très loin des shems dont on parlait la semaine passée. Une cure de désintox de poppers, ça n'existe pas. Mais il ne faut pas que ça soit un prétexte pour en abuser. Donc à utiliser prudemment, avec tact et mesure, comme dit l'adage, soyons sages, Ouais. mais pas trop. Moi, je connais un certain nombre de gens autour de moi qui ne s'assument pas trop, qui n'assument pas trop leur homosexualité. Et le fait d'utiliser le popper, c'est une façon un peu de passer le cap. Alors, je trouve que le poppers aujourd'hui est utilisé vraiment de façon ubiquitaire. Il n'est plus du tout réservé au milieu gay. On Ouais. le retrouve vraiment partout. Partout dans tous les milieux. C'était vraiment tout au début des années 70 qu'il était LGBT. Maintenant, c'est vraiment. Il y a tout autant de gays que d'hétéros qui en utilisent. Ouais. Et alors, où peut-on acheter du popper? En pharmacie, c'est pas encore en vente? Non, ce Non. n'est pas, fort heureusement, pas en pharmacie. On peut en trouver sur Internet ou dans les Ouais. sex shops. Attention à la provenance, surtout de son poppers. Ouais. Dans les tabacs aussi, j'en ai vu. Dans les tabacs? Dans Ah certains, bon Ouais, dans certains tabacs? Ouais, ouais, ouais. Ah bien, il y a quand même Mm. une évolution. Donc peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de... Comme ils n'ont plus le droit de vendre de cigarettes, maintenant il faut Ils bien vendent- vendre autre chose. Voilà. Peut-être que notre médecin nous en proposera, il nous fera une ordonnance de poppers, qui sait? Qui sait, oui, ça sera peut-être pas demain la veille, Non. mais oui, dans un avenir hypothétique, pourquoi pas. Merci. Isabelle, est-ce que tu connaissais le poppers? Mais non. Non. Sincèrement, mais non. Comme tu disais, il y a déjà eu une chronique de Gwenaël dessus. Donc Ouais. oui, et puis je sors un petit peu. Donc oui, le poppers, je connais en tout cas de Ouais, nom, bien ouais. sûr. Alors, qu'est-ce qui fait cette envie un peu d'euphorie, de se surpasser, d'utiliser des produits pour un peu être en quelque sorte quelqu'un d'autre que nous sommes? Cette envie, c'est tout simplement d'abord de dépasser ses limites. On n'a Ouais. qu'une vie, on a envie d'essayer. Et puis aussi le fait d'être en bande. Quand Ouais. quelqu'un teste un produit, par mimétisme, on a également envie d'essayer pour être dans le coup, pour être tendance. Ouais. C'était le cas avec les cigarettes au collège il y a quelques années, ou avec l'alcool. C'est un peu un phénomène de bande, un phénomène de société. À consommer quand même avec modération. Voilà, à consommer prudemment. Ouais. Ce n'est pas anodin. Merci Thomas. Homo Micro, l'émission qui se prend homo. Merci Isabelle de nous avoir fait voyager. Rappelle-nous le titre du morceau. On va le faire en français. Mariage paresseux avec des poils de chaton. Oui. Mhm. Poil de chaton. Voilà. Les poils de chaton. J'aime bien poil de chaton. Nous attendons un appel de nos amis Christine et Catherine de Violette Co. Et je crois qu'on a un petit souci technique qui va être peut-être réparable, non? On ne sait pas. Non. Ah bah voilà, elles appellent. Elles appellent, Mhm. donc elle va essayer de décrocher. Nous sommes en direct et peut-être que nous aurons par téléphone D'ici Christine, quelques instants. Catherine ou Christine. Une des deux, toutes les deux. Ça va Allô être possible. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Brahim. Catherine ou Christine? Christine, Catherine a eu un empêchement. Ouais, Christine, alors. Ravi de t'avoir parmi nous. Oui, Tu vas nous présenter deux livres et puis une soirée, pardon. À commencer par un roman d'abord. alors le roman, c'est Catherine qui l'a lu, qui devait vous en parler, mais elle me l'a résumé, donc je vais essayer de le défendre comme aussi bien qu'elle, disons. Ouais. Alors, l'originalité de ce livre, d'abord, c'est que c'est un livre groenlandais. Le Groenland étant une colonie en fait du Danemark. Le livre a été écrit d'abord en groenlandais, traduit par l'auteur en danois, voilà, et après traduit en français. Alors, le livre s'appelle Homo sapiens.
Et c'est de Niviac Corneliussen, je ne sais pas si je prononce bien, et c'est une maison d'édition québécoise qui s'appelle La Peuplade, qui vient de faire paraître ce roman qui est très original. Ça raconte l'histoire de 5 personnes, 5 jeunes de 20-30 ans à peu près, qui racontent à peu près la même situation, mais d'un point de vue différent, dans un langage souvent assez cru d'ailleurs, et puis avec des différences de type de texte. Ça peut être des lettres, des textos, de la narration. Parmi ces personnages, donc il y a une femme qui se découvre lesbienne, il y a une femme qui se vit comme un homme, sans que le mot trans d'ailleurs soit jamais utilisé. Et finalement, c'est aussi un roman sur l'identité groenlandaise. Les Groenlandais sont 55 000, ils sont descendants d'Inuits, et le roman se passe dans la capitale qui est Nuuk. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose à découvrir. C'est quand même assez rare qu'on ait un roman queer qui vienne du Groenland et qui soit passionnant. Voilà. Et le deuxième Pardon ? Tu as autre chose comme livre? Alors oui, donc à propos de queer, donc on reçoit Bruno Perrault jeudi prochain à 19h à Violette & Co. Donc Bruno Perrault qui vient de publier un livre qui sort d'ailleurs le 15 mars, jeudi 15 mars, le jour même de son intervention. Voilà, de son intervention. Donc c'est aux presses de Sciences Po et ça s'appelle Qui a peur de la théorie queer. Alors Bruno Perrault est français, mais il enseigne au MIT aux États-Unis. Voilà, il a publié déjà plusieurs livres, beaucoup d'articles. Et là, en fait, il part. Alors, il aborde beaucoup de choses. Hein. C'est très riche comme essai. Il fait référence aussi à beaucoup d'auteurs, que ce soit des auteurs américains, nord-américains ou des auteurs français. Il part de les réactions en fait après l'ouverture du mariage aux couples homosexuels en France et comment, enfin après et avant aussi beaucoup, comment il y a une campagne en fait contre la dite théorie du genre et qui viendrait des États-Unis, etc. Donc il raconte aussi comment il y a eu des mouvements transatlantiques comme ça entre la France, les États-Unis, la France. Et donc il y a une partie aussi un peu historique parce qu'il revient sur les mouvements LGBT ou LGBTI dans les années 70, dans les années 80, actuellement. Voilà, c'est très, comme je disais tout à l'heure, très riche. Il y a des passages qui sont très, qui sont absolument passionnants au niveau de l'histoire, justement. D'autres passages qui sont peut-être un petit peu plus ardus au niveau théorique, mais il va essayer de développer qu'en fait c'est la théorie queer qui était attaquée, non pas une théorie du genre, mais la théorie queer, ou en tout cas cette théorie qui est mouvante et qui bouge et qui n'est pas monolithique autour de, par exemple, Judith Butler ou d'autres théoriciennes. Il va parler aussi de faire une critique de l'homonationalisme. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses dans son essai. Et je vous invite vraiment à l'écouter parce que, bon, on l'avait déjà reçu à la librairie. Il est très intéressant, il est très clair aussi. Et je pense que c'est un livre vraiment indispensable quand on est gay, lesbienne, trans, intersexe. Alors ce sera jeudi à partir de quelle heure? Rappelle-nous l'horaire et l'adresse, s'il te plaît. C'est à 19h, donc jeudi 15, jeudi prochain, à 19h, et c'est à la librairie Violette & Co, 102 rue de Charonne, dans le 11e, près du métro Charonne. Merci Christine, rendez-vous au mois prochain? Oui. Merci, à très bientôt. Merci Brian. À bientôt, au revoir. Au revoir. Homo Micro, l'émission qui se prend homo. Gauthier, en entendant donc Christine de Violette & Co, on parlait genre, ça se rapproche un peu de ce que tu fais au théâtre. C'est omniprésent. En fait, dès l'instant où on met le doigt dessus, je pense, dans notre vie, on le voit partout et on vient vers nous pour nous parler de ça tout le temps. En fait, c'est omniprésent. Il faut juste ouvrir les yeux. Tu vas souvent au théâtre, Thomas ?
J'essaye de plus en plus. Ouais. Avec mes horaires, c'est un peu compliqué, j'ai fini tard le soir, mais en faisant beaucoup d'heures, ça permet d'avoir un peu de récup et du coup de profiter, de faire des activités variées, notamment théâtrales. Ouais. Donc tu vas pouvoir prévoir une invitation. Bien Peut-être, sûr. En tout cas, on viendra Une te voir. invitation ne se refusera pas. Ouais. Voilà, parfait. Dès donc mercredi et les jeudis et jusqu'au 5 avril. Le théâtre, c'est dans le 15e arrondissement. Le nom du Théâtre de la théâtre, Croisée c'est- des Chemins, Oui. et c'est à 21h30. Ouais. Voilà. Ça contient combien de places? C'est une trentaine de places. Ouais. Max. À 30, on est très collé, donc faut réserver techniquement. Ouais. Voilà, pour être sûr d'avoir la chance de voir Claude. Merci à toi, Gauthier Ployette. Merci à vous. Allez voir Claude. C'est fini pour ce soir. Merci d'avoir été à l'écoute et à très très vite au micro. Au revoir. Homo Micro.